Bonjour et bienvenue à Sans Tabou, l'émission qui n'en a pas. Le principe est simple, un dialogue honnête, sans bullshit, sans social washing et sans citation de Charles de Gaulle. Vous verrez, ça nous change. Le but de ces rencontres est aussi compliqué qu'indispensable. C'est de réfléchir aux grands défis de nos sociétés et aux moyens concrets pour faire advenir un futur plus souhaitable, car nous sentons bien que nous vivons une époque de transformation vertigineuse et que tout est encore possible, le pire comme le meilleur. Chaque émission est donc consacrée à une thématique majeure de notre présent et de notre futur, l'éthique, l'éducation, l'Europe, l'engagement. À l'initiative de ces rendez-vous, le président de Microsoft France, Carlo Purasanta, qui partagera sa vision de patron du numérique. Bonjour Monsieur Purasanta. Bonjour. Et chaque fois, chaque matin, une experte ou un expert du sujet que nous traiterons. Ce matin, nous allons aborder un thème pour lequel il est important de libérer les imaginaires, de penser le possible et l'improbable. Puisque le futur n'est jamais garanti, il faut l'inventer librement. Et pour reprendre l'expression du collectif Zanzibar auquel appartient notre invité ce matin, il faut désincarcérer le futur. Elle s'y emploie dans ses romans et ses nouvelles de science-fiction et de fantasy, en s'appuyant notamment sur son passé d'ingénieure informaticienne. L'année dernière, elle a publié simultanément un thriller fantastique au bal des absents et un recueil de science-fiction, L'arithmétique terrible de la misère. Si vous ne connaissez pas l'œuvre de Catherine Dufour, je vous encourage à vous y plonger. Bonjour Madame Dufour. Bonjour. Alors, les deux sont là pour répondre à vos questions, sans filtre ni modération. Vous pouvez les poser en amont du débat sur LinkedIn ou sur le site d'Ouzbek Erika ou même maintenant en direct sur la page de l'événement. Et je pense que vous en aurez beaucoup tant le sujet de la matinée est au cœur de l'avenir de nos sociétés avec sûrement les raisons de la blessure de Neymar avant chaque match important et la manière d'abolir le patriarcat. Vous vous souvenez peut-être que dans le monde d'avant, on réfléchissait beaucoup au transhumanisme. On pensait que les avancées technologiques nous amenaient aux portes de l'immortalité et l'on se demandait si l'on pouvait éthiquement augmenter l'être humain. Un pangolin pas frais plus tard, nous voilà terrés dans nos salons à nous planquer derrière des mouchoirs sur le nez. Mais si nos fantasmes de toute puissance en ont pris un coup, les avancées technologiques ne nous en donnent pas moins un pouvoir colossal. Et depuis Spider-Man, nous savons tous qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors ces responsabilités semblent d'ailleurs se rappeler à de très nombreux anciens cadres de la tech et de la Silicon Valley qui bifurquent, c'est le mot, on parle de tech bifurcation, vers ce qu'ils espèrent être une technologie plus responsable et plus éthique. Il fallait peut-être y penser avant. Il faut dire que les capacités prédictives de certains calculs, la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, le développement d'outils de surveillance nous imposent de nous poser cette question: comment réconcilier ou peut-être concilier éthique et numérique? Et pour vous dresser le contexte de cette question, voici la toute première séquence de notre émission, c'est le Fake News Quiz. Alors, le principe est extrêmement simple. Je vais vous donner des infos et vous devrez me dire si vous pensez qu'il s'agit de la réalité ou de fake news. Et on commence tout de suite par cette information, qui n'en est peut-être pas une. Une personne en quête de réconfort affectif aurait eu 7000 interactions en 29 heures avec un assistant vocal. Est-ce que vous pensez que c'est faux? Est-ce que vous pensez que c'est vrai, Madame Dufour? C'est plausible. C'est plausible. Monsieur Purasanta? Ça me rappelle le film Her. Exactement. Donc, je ne sais pas si c'est fiction ou vérité, mais effectivement, allez, on dit vrai. On dit vrai. Ça se passe en Chine, où des célibataires tombent amoureux de leur assistante vocale. Alors on est effectivement complètement dans Her de Spike Jonze. C'est aussi pour ça qu'on a Madame Dufour avec nous aujourd'hui. On est dans un univers presque de science-fiction déjà. Alors cette assistante vocale est une assistante vocale. Elle s'appelle Xiaos. Je suis pas sûr de la prononciation non plus. C'est un programme qui a été développé à la base par un groupe de chercheurs de Microsoft en 2014, avant de devenir une société indépendante tout de suite après. Je voudrais, avant de vous entendre sur ce point, savoir ce que ça vous évoque, je voudrais vous lire la manière dont est décrite cette assistante vocale. Contrairement aux assistants virtuels classiques, Xiaos est conçue pour faire vibrer le cœur de ses utilisateurs.
Elle apparaît sous les traits d'une adolescente de 18 ans qui aime porter des uniformes scolaires à la japonaise. Elle flirte, elle blague et elle échange même des sextos avec ses partenaires humains. Son algorithme tente de trouver comment devenir leur compagnon idéal. En établissant des liens émotionnels profonds avec ses utilisateurs, Xiaoice espère les maintenir engagés. Cela aide son algorithme à devenir toujours plus puissant, ce qui permet ensuite à l'entreprise d'attirer plus d'utilisateurs. J'ai l'impression que tout est dans cette description. Qu'est-ce que ça vous évoque, Madame Dufour? Moi, c'était une chose que j'avais mis en scène dans une de mes nouvelles. Où j'imaginais qu'il y avait des ordinateurs, enfin des intelligences artificielles issues de l'intelligence Watson d'IBM et qui finalement deviennent des WAMI. Parce qu'une intelligence artificielle qui connaît tous vos goûts, qui vous connaît par cœur et qui vous répond uniquement dans le but de ne pas vous contrarier, deviendra à vos yeux tellement sympathique que ça va devenir carrément rage d'avoir des relations avec des vrais gens, à mon avis. Carlo, Xiaoice, c'est ce qu'elle est au cœur de nos débats de ce matin. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs un peu pétés dans Xiaoice. C'est un très bon exemple d'un paradoxe. Je pense que c'est vraiment le sujet de cette émission. En fait, la question éthique qui se pose, c'est si le business model tourne, est-ce que c'est une justification suffisante pour le faire tourner tel quel? Ou est-ce qu'il faut se proposer des limites, parce que ce n'est pas seulement une question de faire de l'argent avec un modèle, c'est de savoir s'il répond à un besoin et s'il respecte les règles du jeu. C'est effectivement en partie de ça que nous allons parler ce matin. C'est pas vraiment un quiz puisque c'est la seule information que je vais vous proposer. Je préférais qu'on passe un peu de temps là-dessus. J'aurais pu vous parler d'une IA qui est devenue raciste en 24 heures il y a quelques années, de robots cuiseurs espions qui avaient des micros pour sûrement vous aider mieux à cuire votre pain, ou même de cette IA qui la semaine dernière a ressuscité la voix d'une rockstar coréenne pour lui faire chanter des morceaux inédits. Surveillance, immortalité, parfois nocivité des réseaux. Vous allez voir, le menu est assez large, mais comme le principe de cette émission est d'avoir un dialogue sans filtre, je vous propose de ne plus tourner autour du pot et de répondre très directement à la question. C'est le moment de se parler les yeux dans les yeux. Alors, le principe est extrêmement simple. Vous allez avoir chacune et chacun 2 minutes pour répondre le plus honnêtement possible à la question qui nous réunit ce matin. Pas d'interruption, si possible de la conviction, peut-être une opposition. Et nous allons commencer tout de suite avec notre invitée. Madame Dufour, comment peut-on réconcilier ou concilier éthique et numérique ? C'est une question excessivement vaste et là j'invite tous celles et ceux que ça intéresse à aller voir les travaux de gens qui ne font que ça, travailler là-dessus, hein, c'est la CNIL c'est leur job, donc si vous allez sur le site de la CNIL vous allez trouver des pages et des pages, ils se prennent beaucoup le chou là-dessus, c'est extrêmement intéressant leurs travaux. Il parle en ce moment beaucoup de l'IA. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une IA ne parte pas dans des directions, comme le dit M. Purasanta, totalement non éthiques. Alors il y a essayé de les rendre ethic by design, de les rendre transparentes, ce qui est quand même un sacré challenge, puisque les IA, au bout d'un moment, sont tellement complexes qu'on parle de boîte noire. Et donc rendre le numérique éthique, soit on y réfléchit a posteriori en se disant on s'interdit certaines choses, soit on y réfléchit en amont, en essayant de faire du numérique éthique by design. Il y avait eu un appel d'ailleurs de tout un tas de grands pontes, comme Stephen Hawking et autres, pour justement limiter les IA, notamment les implications au niveau militaire, mais pas que, en disant attention, la singularité prévue par Werner Vinge va arriver et on va vraiment se faire manger la laine sur le dos par les intelligences artificielles. Alors pas tellement dans le trip Terminator avec une IA qui tout d'un coup déciderait de tous nous tuer, mais plutôt un drone tueur qui tout d'un coup échappe à tout contrôle. Mais c'est une question qui s'est posée dès le départ. C'est notre grande peur du monstre de Frankenstein, le monstre qu'on construit et qui nous échappe. Et on le retrouve tout au long des ouvrages de science-fiction. La première
L'exemple le plus célèbre, bien sûr, c'est les 3 lois de la robotique d'Asimov, hein, qui sont un robot doit obéir. Deuxièmement, ne doit pas faire du mal à un être humain. Ensuite, il doit obéir aux humains, sauf si ça contrevient à la première loi. Et enfin, il doit songer à sa propre préservation, sauf si ça contrevient à la première et à la deuxième loi. Donc, en fait, on a toujours essayé de mettre une éthique humaine dans les machines non humaines que nous avons produites. Et c'est une interrogation. Tant qu'elle durera, tant qu'elle persistera, tant qu'on se posera des questions, on essaiera d'y répondre, je dirais que rien n'est perdu. Maintenant, le numérique, souvent on le charge un petit peu comme un bouc émissaire de tous les maux. Si une intelligence artificielle devient raciste, ce n'est pas à cause d'elle, c'est à cause des humains. Et il y a une sorte d'intelligence artificielle, mais qui existe depuis bien avant l'invention du mot. Je pense au logiciel Score qu'utilisent toutes les banques pour accorder ou refuser un crédit, qui n'aime pas effectivement les gens non blancs, qui n'aime pas les femmes, surtout divorcées, qui n'aime pas les jeunes, qui n'aime pas les pauvres, et qui agit uniquement en termes de statistiques, qui est donc profondément raciste, classiste, agiste, etc. Et qui n'a pas eu besoin du tout d'être une intelligence artificielle pour être tout ça, tout simplement. Elle vient de l'humanité. Donc souvent, le numérique nous renvoie une image, en miroir, une image qui nous déplaît profondément de nous-mêmes, mais ce n'est pas sa faute, c'est la nôtre. Donc c'est plutôt à nous qu'il faut qu'on pose des questions. Monsieur Porasanta, vous avez 2 minutes, c'est à vous. Comment réconcilier ou concilier éthique et numérique? Alors, je pense qu'il est possible de réconcilier numérique et éthique, et surtout, il est nécessaire de le faire. Alors, pourquoi il est nécessaire? Déjà, effectivement, le numérique est puissant, l'intelligence artificielle l'accélère, et en fait, cette technologie, à la fin, est pour moi un vecteur de 2 choses. Un, création de valeur économique, donc ça permet de créer des produits et services, d'optimiser la création de produits et services. Ça permet d'augmenter le bien-être des populations dans le monde. Il faut toujours se rappeler que c'est d'abord un facteur de production. La deuxième chose, la technologie est aussi à la base de la recherche fondamentale pour résoudre les plus grandes équations de la Terre, la santé, la faim, l'éducation. Donc ça permet vraiment de créer un monde meilleur. Maintenant, on a vu, on en parle ce matin, il peut y avoir des excès, et Mme Dufour l'a raconté très très bien. En fait, la technologie n'est qu'à l'image des femmes et des hommes qui la créent et qui la gèrent. Donc pour moi, c'est d'abord une question de responsabilité. Je pense qu'il y a une responsabilité pour faire davantage de pédagogie pour tous les citoyens du monde sur cette puissance du numérique, comment elle est construite et comment il faut l'utiliser. Je pense qu'on ne fait pas assez pour expliquer déjà aux enfants et puis à toute la population comment l'utiliser à bon escient. Et puis certainement que le débat entre entreprises et public doit s'intensifier pour qu'effectivement on puisse continuer à travailler sur les règles du jeu, parce que bien sûr les entreprises peuvent réfléchir sur des principes éthiques et se pousser à faire mieux, mais c'est clair que le débat doit venir de l'ensemble des éléments qui construisent une société, pour que les règles du jeu soient définies, redéfinies à la même vitesse, en fait, ou à une vitesse comparable à celle de l'évolution de la technologie. Ce qui me frappe en vous entendant, c'est qu'on a les 2 aspects. On a la genèse de ces technologies avec tous les biais que nous allons y insuffler et ses potentialités, c'est-à-dire ce que ça pourrait nous aider à faire. Mais est-ce qu'il y a un moment, d'après vous, où nos propres failles injectées dans des systèmes d'une telle puissance devraient nous empêcher d'essayer de les poursuivre? Je ne veux pas avoir l'air de faire du néoludisme, hein, je ne dis pas arrêtons le développement technologique, mais Madame Dufour nous le rappelait, l'IA ne devient pas raciste par elle-même, nous l'y entraînons. Est-ce qu'il y a un moment où on doit se dire peut-être que nous ne sommes pas prêts à avoir des moyens d'une telle puissance? Madame Dufour. Alors ça, c'est un peu le problème de l'humanité. Si vous mettez l'humanité dans une salle avec un bouton rouge avec marqué « Surtout ne pas appuyer », ça ne va pas marcher. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à canaliser, à domestiquer notre puissance de création, mais dire aux gens surtout n'y allez pas, c'est quand même le meilleur moyen pour qu'ils y aillent. Ça, je ne crois pas du tout qu'on va réussir à se retenir de continuer à chercher, à trouver et à développer des nouvelles technologies. Le néoludisme est une belle chose, mais ça n'a pas marché.
Monsieur Porasanta? Moi, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est qu'il est possible pour les entreprises d'essayer de se donner des principes de choses qu'on ne fait pas. Ce n'est pas simple. Nous, chez Microsoft, on essaye. On a une approche basée sur des principes. Donc, on essaye de se donner des règles du jeu pour nous-mêmes en disant, je reviens au concept que je soulignais tout à l'heure, ce n'est pas parce que le business model est possible qu'il est souhaitable. Donc, ça ne veut pas dire que parce que je peux le faire technologiquement, alors je vais le faire et j'en fais un business. Nous, on considère qu'il y a des principes à mettre dans le business et il y a des choses que nous ne faisons pas. Nous avons aussi, par exemple, travaillé à la création de quelque chose qui s'appelle Partnership for AI. C'est une initiative pour faire collaborer les grands producteurs de technologies et d'intelligence artificielle. Et donc, tous les grands nous ont rejoints dans cette discussion et on essaie de réfléchir à ces principes ensemble et pas seulement tout seul. Mais il y a un deuxième élément que je pense important. La technologie est puissante. Donc, elle peut créer des algorithmes qui fonctionnent très bien pour développer quelque chose. Mais si cette technologie est puissante, elle est aussi puissante pour se autorégler. Donc, si l'entreprise, si le gouvernement, si la société définit les principes, la technologie, elle est ainsi faite qu'on peut lui demander de se autorégler. Et on ne l'utilise pas suffisamment. Donc, on peut dire, va me chercher les choses que je ne veux pas faire et on les règle. La technologie peut le faire. Donc, il faudrait davantage utiliser la technologie pour qu'elle se autorègle toute seule. C'est possible. Vous venez de mentionner l'intelligence artificielle. C'est évidemment l'un des thèmes les plus prégnants, les plus marquants sur cette question. Je voudrais que nous passions un petit moment sur ce sujet, non pas tant sur sa potentialité, et sur est-ce que Terminator nous pend au nez, mais plus dans la société vraiment d'aujourd'hui, sur le rôle de l'IA et des inégalités. Madame Dufour, vous nous le rappeliez, avant l'IA, il y avait déjà des systèmes automatisés qui ne faisaient que empirer des inégalités déjà existantes. Est-ce que selon vous, l'IA va l'accélérer? Il y a notamment évidemment le sujet des ouvriers du clic, c'est-à-dire tous celles et ceux qui vont nourrir cette machine qu'on appelle intelligence artificielle. Et il y a aussi une question qui revient à chaque fois, l'IA va-t-elle détruire plus de jobs qu'elle n'en crée? Est-ce que l'IA, telle que nous la concevons aujourd'hui, va renforcer les inégalités selon vous? Oui, alors je suis contente que vous parliez de ça et on n'est pas obligé de s'arrêter à l'IA, hein. Tout le numérique déjà, ça favorise à mort les délocalisations qui n'avaient déjà pas besoin d'aide. Donc ça c'est assez catastrophique pour les droits sociaux, le dumping social. Et puis effectivement, il y a la destruction annoncée d'énormément de métiers. J'imagine, vous avez peut-être vu la série Years and Years. Il y a le numérique en général a détruit énormément de métiers qu'on appelait col bleu. Maintenant, ça va être les cols blancs dans Years and Years. Il y a une femme qui dit moi j'ai fait de la comptabilité en m'imaginant que c'était un secteur dans lequel il n'y aurait jamais de chômage. Et puis les Watson ont remplacé les comptables. Je dis les Watson parce qu'actuellement c'est le cas pour tout ce qui est juridique. Voilà, si vous faites du droit en vous disant c'est quand même le genre de métier, juriste, je trouverai toujours un travail. Alors pas du tout. Maintenant vous avez effectivement des Watson qui sont capables d'éplucher bien plus rapidement que vous tous les livres de droit. Et alors c'est pas eux qui vont prendre la décision, mais ils font quand même des compendiums extrêmement rapidement et de façon plus efficace qu'un être humain. Donc ça c'est une véritable catastrophe qui est à venir. Ça, c'est certain. Il y a plein d'autres métiers qui sont concernés, mais les cols blancs qui pensaient que ça ne les concernerait pas. Et alors, c'est très rigolo de voir comment on fait pour faire rentrer de l'IA dans des métiers très, très intellectuels. Je pensais aux chirurgiens. Un chirurgien, c'est quelqu'un qui va lire, je ne sais pas moi, 100, 200 ou peut-être 1000, ou dans toute sa carrière 10 000, 100 000 radios. Et qui du coup va arriver à repérer une fracture, une tumeur. Ce qu'une intelligence artificielle, elle vous en lit 5 millions en moins d'une seconde. Donc les intelligences artificielles sont beaucoup plus efficaces dans le cas de la chirurgie, de la médecine. Mais après, il faut opérer. Pour le moment, c'est encore des chirurgiens qui le font. Et donc les chirurgiens, quand une IA vient leur dire « bon, ben voilà, là c'est une tumeur, là c'est une fracture, il faut faire ci et ça »,
eh ben, ils ne sont pas contents. Voilà. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté dans leur intelligence artificielle, et là on revient à ce qu'on avait vu au début, une dose d'humilité simulée. C'est-à-dire que l'IA ne va pas dire il faut faire ça, il va dire eh bien, mon aide au diagnostic permet de dire qu'il serait possible que ça serait bien que, etc. Et à ce moment-là, les chirurgiens acceptent beaucoup plus l'aide de l'IA. Et c'est assez étrange de voir que dans ce numérique, on est obligé d'injecter un semblant, un simulacre d'humanité pour que ça passe. Cela dit, je pense que dans l'avenir, les chirurgiens ont de fortes chances, eux aussi, d'être remplacés par des intelligences artificielles qui seront capables de faire le diagnostic et puis qui seront capables d'opérer. Et à ce moment-là, ils n'auront plus besoin de simuler de l'humanité. Mais oui, c'est un problème majeur du numérique, c'est la destruction des emplois. Ça va être une révolution, on va dire, par le bas. Monsieur Porasanta, cette révolution-là, cette destruction d'emplois, est-ce qu'elle est inévitable? Est-ce qu'elle est contrebalancée par de nouveaux emplois? Microsoft est très actif dans ces domaines-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les révolutions industrielles précédentes ont quand même démontré que chaque facteur de production déterminant qui a fait une révolution industrielle, à la fin, a plutôt créé de la valeur et a créé de l'emploi plutôt que de le détruire. Je fais une anecdote simple et banale, mais qui est juste pour capturer l'attention. C'est comme dire qu'une machine agricole est mauvaise parce qu'en fait, l'homme, quand il faisait le travail sur le terrain agricole tout seul, il était plus en forme parce qu'il faisait plus de sport et parce qu'il faisait avec ses bras. Ben, je pense qu'il faut regarder l'équation dans une perspective globale. Aujourd'hui, nous avons besoin de machines agricoles parce que ça rend le travail plus simple, à plus forte valeur ajoutée pour l'agriculteur, et surtout, avec 9 milliards de personnes dont il faudra s'assurer qu'ils puissent manger en 2050, sans machines agricoles, ils ne pourraient pas exister sur la planète. Donc, est-ce qu'il y a moins d'agriculteurs qu'il y a 200 ans? Oui. Est-ce que les agriculteurs ont un travail à plus forte valeur ajoutée, avec plus de responsabilités? Oui. Est-ce que ça va continuer à se transformer? Oui. C'est nécessaire, simplement pour résoudre une équation de donner à manger à 9 milliards de personnes. Voilà un exemple de filière qui se transforme. Et oui, il y a des changements dans le travail, mais ça ne veut pas dire que le travail est moins bien ou que globalement, il y a moins de travail. D'ailleurs, la population, je rappelle qu'elle augmente continuellement. Donc en fait, il faut aussi relativiser la transformation de chacun des métiers avec la nécessité d'avoir plus de travailleurs pour fournir les produits et services à plus de personnes. Et donc, moi, je pense que, effectivement, alors la règle de base doit être l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer le travail de l'homme, doit fournir un service pour le rendre plus pertinent, plus précis. Et en fait, il faut toujours se poser la question de quel est le output qu'on demande. Je reviens sur l'exemple de Mme Dufour sur la médecine. Alors, c'est vrai que le métier d'un dentiste, d'un chirurgien va changer. Mais est-ce qu'on ne souhaite pas, in fine, que l'opération réussisse mieux? Moi, je pense que ce qui est important, c'est que quand on fait un diagnostic, ce soit le bon et que la qualité de ce diagnostic soit la meilleure possible à travers le monde, pas seulement dans 3 pays qui ont les meilleurs chirurgiens du monde, mais partout dans le monde. Et je pense que quand on fait une opération, ce serait bien qu'elle soit réussie. Non seulement dans les 3 pays où il y a les meilleurs hôpitaux du monde, mais peut-être sur toute la planète. Et je veux conclure sur ce point qui est très important pour moi, et je comprends que c'est difficile parfois à réfléchir dans ce sens-là. Je suis italien, j'habite en France, on est dans des pays qui sont dans le G20, qui sont des pays qui sont soi-disant développés. Mais moi je pense qu'il faut regarder en fait l'ensemble des 7 milliards, bientôt 9 milliards de personnes sur la planète. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de localisation du boulot. Pour moi, c'est une question de valeur ajoutée pour 9 milliards de personnes dans seulement 30 ans. Donc l'intelligence artificielle et le numérique, bien utilisés, sont un facteur de distribution de cette valeur d'une façon plus équitable pour 9 milliards de personnes. Est-ce que ça veut dire que France, Italie, États-Unis et d'autres pays soi-disant développés doivent changer leur modèle et doivent concevoir les choses différemment? Certainement que oui, mais moi je pense qu'il faut regarder le bien-être de tous les 9 milliards, pas seulement le bien-être de ceux d'une nation. Oui, Madame Dufour. Oui, mais je crois qu'on en revient, enfin, pour répondre à ce que dit M. Porasanta,
Quand les robots, effectivement, peuvent tout faire très mieux que nous, hein, puisqu'ils sont quand même designés pour ça, alors que nous, on est un peu multitâche. Mais quand les robots produiront tous les produits, y compris alimentaires, mais aussi tous les autres mieux que nous, qu'on n'aura plus de travail, est-ce qu'on va aussi fabriquer des robots acheteurs pour acheter les produits que les robots vont produire? Parce que nous, on n'aura plus un rond. Et puis aussi, je voulais revenir sur, puisque vous parlez effectivement de la population mondiale, là, 9 milliards, 7 milliards. Au moment, je crois qu'on est à 7, quelque chose comme ça. Nous sommes à 7, on va être 9 en 2050. Voilà. Il y a quand même, enfin, sur les 7 milliards de gens, il y en a déjà 1 milliard qui meurent de faim actuellement, là, tout de suite, aujourd'hui, maintenant. Et puis, il y en a déjà la moitié le matin, quand ils se lèvent, ils n'ont pas un verre d'eau potable à boire. Et puis, même s'ils en trouvent un, ils n'ont pas un seul toilette personnelle pour aller le faire pipi. Donc, quand on parle numérique, il faut quand même qu'on voit qu'on parle de la frange qui est née du bon côté de la barrière sociale et qui a énormément il y a une quantité énorme de gens dans la planète qui n'ont jamais vu la queue d'un processeur et dont c'est vraiment pas la priorité. Il ne faut quand même pas oublier que les préoccupations sur le numérique sont des préoccupations de luxe. Non, ce ne sont pas des préoccupations de luxe. En fait, la préoccupation, c'est justement résoudre déjà le milliard de personnes qui a faim et le milliard de personnes qui n'a pas accès, et des enfants d'ailleurs, qui n'a pas accès à l'eau ou qui ne mangent pas à satisfaction. Comment on aide, par exemple, les NGO qui veulent travailler dans ce sens? Eh bien, ils ont besoin de technologie. C'est ce que nous faisons tous les jours. C'est-à-dire qu'on aide des associations, des entreprises, profit ou non profit, qui ont envie de contribuer à l'amélioration de la situation pour le 1 ou 2 milliards de personnes qui ont le moins accès au bien-être. Et donc pour moi, le numérique est un outil pour aider dans ce sens. Il doit être utilisé comme ça. Donc ce n'est pas seulement pour les pays privilégiés, c'est vraiment pour amener le bien-être à l'ensemble des pays de la planète. On sent bien quand même qu'il y a là, à chaque fois, la question du potentiel et la question du coût ou du processus. Et c'est une question qu'on retrouve beaucoup dans les questions qui nous sont adressées maintenant, puisque le principe, c'est aussi que vous répondiez directement au public qui nous regarde. C'est donc le moment de la séquence No Filter. Et cette séquence, comme son nom l'indique, va vous permettre de répondre sans tabou à toutes les questions qui nous sont posées. Je vais me faire la voix du public qui nous regarde et qui nous écoute. Et je vais vous demander de répondre aussi directement que possible, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, aux questions. Et la première est une question de François, qui reprend un peu ce que vous disiez, Monsieur Pourasanta, tout à l'heure, sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a un business qu'il faut nécessairement le faire. François nous dit que Microsoft est l'une des entreprises spécialistes des brevets à l'éthique, je le cite, disons, sujette à débat, comme le chatbot post-mortem, dit-il. La question est donc simple, peut-il y avoir une éthique numérique sans régulation publique ? Je pense qu'on peut avoir une autorégulation. La question est de dire, est-ce qu'elle sera suffisante? Je pense qu'aujourd'hui, la démonstration, c'est qu'elle n'est pas suffisante. Parce que si on demande seulement aux entreprises privées de se autoréguler, probablement qu'elles n'iront pas assez vite ou ça ne sera pas homogène et cohérent dans tous les business models. Donc je pense que le débat privé-public est nécessaire et que la régulation d'un État ou des États est super importante. En fait, la régulation publique est bien celle qui doit faire réfléchir sur le bien de tous. Donc c'est une réflexion qui est nécessaire. Le grand problème que nous avons eu ces 20 dernières années, probablement même avant, mais avec la technologie qui va aussi vite, c'est un problème qu'on voit plus sur ces 20 dernières années. L'opportunité technologique va très vite. La régulation qui est basée sur l'analyse d'un problème, la réflexion et la résolution d'un problème demande du temps. Dans le laps du temps entre la possibilité et la régulation, il se passe 1, 2, 3, 4 ans. C'est souvent beaucoup de temps. Et donc, c'est là qu'on doit devenir meilleur au niveau de l'humanité, donc les gouvernements, le débat public, pour qu'on puisse réduire cette fenêtre et qu'on puisse déjà donner aux citoyens les moyens de se créer une force critique supplémentaire
parce que pendant cette fenêtre de 2, 3, 4 ans où la régulation n'est pas faite, il faut que les citoyens soient capables de comprendre les modèles et d'y adhérer ou pas en fonction d'un sens critique supérieur. Et après, c'est clair qu'on ne peut pas laisser passer 10 ans sans régulation et en faisant créer des business models qui ne sont pas éthiques. On a besoin de raccourcir cette fenêtre. Madame Dufour, je voudrais avoir votre avis là-dessus, mais je voudrais rajouter la question de Bertrand qui nous la pose à l'instant, là aussi sur la question de l'autorégulation et ou du rôle de la puissance publique. Mais Bertrand a une analogie intéressante. Il demande comment obliger les entreprises du web à s'autoréguler, comme on le demande aux entreprises automobiles, à la publicité, à l'alcool et au tabac. On est sur ce même créneau d'entreprise, le numérique et le tabac, c'est la même chose? Oui, bon, de toute façon, la régulation, ça vient des États. Jusque-là, il me semble que tout ce qui est loi et régulation, ça vient des États et pas des entités privées, parce que ce n'est pas leur job. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le faire respecter? Ça me rappelle, vous n'avez pas connu, parce que vous êtes certainement toutes et tous plus jeunes que moi, mais il y avait un monsieur, c'était un homme politique qui s'appelait Anicet Le Port. Il était, oui, Anicet Le Port, c'était un drôle de patronnier, mais c'était comme ça. Et il était à la tête, je ne sais pas moi, du fisc ou bon bref. Et on lui avait dit, mais comment est-ce qu'on fait pour faire respecter les lois? Il dit, ben, ceux qui ne respectent pas les lois, il faut leur taper dans la caisse. Ok, d'accord. Donc c'était dit de façon un petit peu brutale et pas très élégante, mais effectivement, oui, la seule façon de faire respecter une loi qui va demander de la part d'une entreprise, privée ou publique d'ailleurs, des investissements, bref, ça va lui coûter des sous et des efforts, et ben, c'est de lui dire que s'il ne le fait pas, ça lui coûtera encore plus cher. Alors ça, c'est un petit peu basique, mais visiblement, c'est à peu près tout ce qu'on a trouvé d'efficace. Maintenant, je crois aussi beaucoup à la collaboration, à la réflexion, parce que c'est pas le tout de dire il faut des régulations, encore faut-il qu'elles soient bien faites et bien réfléchies. Donc là, moi, je crois beaucoup à la collaboration des entreprises entre elles, des entreprises avec des entités publiques ou privées, enfin, je sais pas, des clubs de réflexion, des endroits comme NACNIL, dont c'est le job de réfléchir à toutes les implications, puis qui fait appel à des acteurs d'un petit peu partout. Et, parce qu'il y a aussi, évidemment, un intérêt à réfléchir sur ces questions. Donc, voilà, je pense que c'est une réflexion commune, initiée par un besoin commun, avec derrière, évidemment, des moyens coercitifs qui relèvent, heureusement, de puissance étatique. Bertrand, toujours, qui nous suit assidûment, a une question qui va dans le sens de cette collaboration, mais il y rajoute évidemment l'utilisateur, c'est-à-dire peut-être le rôle, la personnalité pivot là-dedans. Bertrand demande comment est-ce qu'on peut éduquer les internautes à la déconsommation numérique pour que leur trace soit réduite. Ça va être, c'est très difficile surtout, enfin là on est quand même en période de pandémie, tout le monde est paumé dans son écran, on y passe des heures, d'ailleurs là on est en train d'être diffusé, donc actuellement, est-ce que c'est le moment, je pense que c'est peut-être bien le bon moment de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir s'en passer après, comment est-ce qu'on peut vivre autrement, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Il y a d'innombrables recherches là-dessus sur l'homo numericus. Sur le fait qu'on est perdu dans un techno-cocon et que c'est peut-être pas la vraie vie, même s'il y a énormément de gens victimes de shitstorm qui vous diront tout ce qui se passe en ligne, c'est aussi la vraie vie, c'est le réel. Alors ça, comment est-ce qu'on va pouvoir faire de la décroissance numérique? C'est une excellente question. Est-ce qu'on en prend seulement une seule seconde le chemin? Il faudrait peut-être qu'il y ait un ralentissement de la croissance de notre dépendance au numérique pour commencer. Et je ne sais pas trop par quelle boule prendre. Monsieur Porasanta, la consommation numérique, elle est au cœur aussi de l'activité de Microsoft. Alors comment est-ce que une entreprise comme la vôtre, qui participe à cette croissance numérique, peut prendre en compte la question de la déconsommation numérique? Au fond, c'est la question de votre responsabilité qui se pose ici. Alors, pour répondre à Bertrand et à cette question importante, moi je pense que c'est une question d'éducation, je l'ai dit tout à l'heure. Je crois fondamentalement que nous devons donner les moyens aux citoyens, dès le plus jeune âge, de comprendre mieux la technologie, comment elle est construite, comment on peut l'utiliser, et aussi décortiquer les services et les produits qui existent pour que les enfants puissent déjà comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'ils augmentent le sens critique. Quand la technologie est utilisée pour résoudre des équations, elle est puissante, il faut l'utiliser.
Mais si la technologie crée des dépendances ou crée des choses qui ne sont pas forcément utiles, si c'est un jeu, je peux jouer, c'est bien, ça fait partie d'une création d'énergie pour un gamin ou même pour un adulte. Mais est-ce que l'excès de jeu fait que c'est positif pour la vie de la personne? Non, on l'a compris, donc il faut aussi faire en sorte que la personne puisse se auto-réguler. Donc, et d'ailleurs, la technologie peut le faire aussi, c'est-à-dire qu'il est très possible qu'une application ou un jeu puisse dire, voilà, je te rappelle que tu as joué pendant 1 heure, donc c'est peut-être le moment de faire autre chose. Donc voilà, mais ça part déjà de la responsabilité individuelle de comprendre comment on utilise la technologie. La formation est essentielle. Nous avons fait il y a 2 ans un programme avec Unicité, donc un programme qui s'appelle Jeunes citoyens du numérique. Eh bien, nous avons formé les jeunes qui participent au service civique pour aller à leur tour sensibiliser des plus jeunes qu'eux, donc des enfants entre 8 et 16 ans, des jeunes, on va dire, entre 8 et 16 ans, pour qu'ils comprennent justement qu'est-ce qu'il y a derrière un outil. Ils sont tous avec un outil entre leurs mains, mais est-ce qu'ils savent qu'est-ce que c'est que cet outil, comment il est construit, quelles sont les applications, et chaque application, comment elle fonctionne. Ça, c'est de la sensibilisation. Et ça, je pense qu'il faut le faire à grande échelle, parce que c'est quand même assez invraisemblable qu'en 2020, on dit « nous sommes dans une révolution industrielle », et pourtant, à l'école, le numérique est encore une toute petite partie dans la formation. Ben, il faut donner plus de conscience de la puissance et de la nécessité de maîtrise de cette puissance. Alors, on entend évidemment que ces questions sont au cœur de tous nos développements sociaux, qu'ils soient matriciels pour notre société ou parfois plus anecdotiques. Et ça tombe bien parce que c'est précisément le but de notre prochaine rubrique, faire la part entre l'historique ou l'anecdotique. Et je vais maintenant vous présenter du coup des actualités et vous allez me dire s'il y a là un vrai mouvement qui pourrait marquer notre époque ou si franchement on s'en tape comme de l'opinion de Véronique Geneste. Premier élément, première actualité, l'hégémonie numérique des GAFA qui, eh bien, non seulement se perpétue, mais en plus, j'allais dire, s'aggrave. À cause de la crise sanitaire, l'économie en Europe s'est contractée de 7,8%. Aux États-Unis, il y a plus de 51 millions d'emplois qui ont été détruits. Mais je vous donne le cours de bourse des GAFA sur l'année écoulée. Plus 31% pour Google, 34% pour Facebook, 36% pour Microsoft, 58% pour Apple et 72% pour Amazon. C'est conjoncturel ou c'est vraiment historique et c'est la mort de l'ancienne économie? Allez-y, répondez en même temps comme vous le sentez. Je pense que c'est historique dans la prise de conscience, ce n'est pas historique sur la mort de l'économie. Je pense fondamentalement que la technologie n'est pas, ne doit pas être et ne sera pas juste pour certains. La technologie est à disposition de tout le monde. Il est important que chaque entreprise se transforme avec ce nouveau facteur de production. Et il y a plein de croissance aussi. D'ailleurs, il faut parler aussi des startups qui créent des emplois en France et en Europe et dans les autres pays. Mais au global, il n'y a pas, dans aucune industrie, une entreprise qui ne peut pas faire de la croissance grâce à la technologie. C'est clair que la période de pandémie a été une période très particulière, mais il faut regarder aussi les temps longs, donc les 10, 15 ans, 20 ans. Et là-dessus, je pense qu'il y a de la croissance pour tout le monde, voilà, dans le respect des règles de l'éthique, comme on l'a dit, mais il y a de la croissance pour tous. Madame Dufour, Alors c'est historique et puis c'est aussi catastrophique. Hein. Je me souviens un peu des chiffres exacts, mais je crois que le chiffre d'affaires Microsoft, ça doit être 40 fois le PIB de l'Érythrée. Bref, on est pour la première, peut-être pas la première fois d'ailleurs, mais quasi la première fois de notre existence face à des sociétés qui sont plus riches que pas mal d'États et ça va faire que s'aggraver. Et donc quand vous avez des sociétés privées qui ont une richesse telle qu'elles peuvent subjuguer des puissances étatiques, vous avez donc tout simplement une remise de pouvoir, un pouvoir qui logiquement, on le souhaite, est démocratique, qui est remis entre les mains d'intérêts privés. Bon, en général, c'est une famille possédante ou plusieurs. Et c'est la définition même de la dictature. Donc oui, c'est très embêtant que les GAFA atteignent une puissance pareille. Je ne trouve pas ça du tout anecdotique. C'est réellement historique. Maintenant, savoir comment ces grandes sociétés extrêmement riches, donc extrêmement puissantes, vont s'articuler avec les puissances démocratiques légitimes, ça, je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais effectivement, c'est incroyable de voir voilà, l'argent qui est en jeu.
Et le plus souvent, alors c'est pas le cas de Microsoft, mais il y a des gens comme Google ou Facebook, surtout Facebook, qui ont quand même fait leur argent sur des données personnelles. En fait, chaque personne a de l'or dans sa poche, c'est ses données personnelles. Et cet or-là, ne sachant pas que c'était de l'or, il l'a offert, on va dire, un peu gratuitement à des entreprises qui en ont fait, eux, des montagnes d'or et qui ne sont pas prêtes du tout à les rendre. À les rendre comment ? Sous forme, j'allais dire, d'intérêts communs, c'est tout simplement bâtir des hôpitaux, bâtir des routes, bâtir des écoles, bâtir, je ne sais pas, des crèches. Tout cet argent-là, ça appartient à vous et à moi, aurait dû être versé pour l'intérêt public et se retrouve dans des intérêts privés. C'est effectivement, on va dire que ce n'est pas une bonne direction pour l'argent du peuple. Si je peux juste réagir à ce que dit Mme Dufour, parce que c'est très pertinent et important. Elle vient de faire une démarcation, pour moi, fondamentale, parce que la technologie, parfois on la met au même endroit, mais en fait, il y a des technologies qui sont des facteurs de production. Donc, c'est vrai qu'on peut y faire beaucoup d'argent. Le cloud en particulier, voilà, c'est un outil, mais c'est un facteur de production. Donc, ça rentre dans les coûts d'une entreprise pour que l'entreprise puisse fonctionner et s'améliorer. C'est différent, la technologie qui est un facteur de production par rapport à la technologie qui est effectivement de la donnée et une monétisation de l'accès à ces données. C'est deux façons d'utiliser la technologie fondamentalement différentes qu'il faut comprendre et sur lesquelles il faut avoir un regard précis. Et ça fait partie de l'éducation qui, pour moi, est nécessaire pour tous les citoyens. J'entends aussi dans votre débat qu'il y a là un rôle de l'impôt qui est quand même assez important et que pour ça, ce serait bien que tout le monde le paye. Mais ce n'est pas le débat de ce matin. Dernier élément historique ou anecdotique, en 2020, à Londres, le 11 août pour être plus précis, la Cour d'appel de Londres a jugé que l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police galloise était illégale dans le cadre d'une affaire considérée là, pour le coup, comme une première mondiale. Alors, est-ce que c'est historique et une victoire majeure pour nos libertés publiques ou est-ce que c'est anecdotique et ce n'est qu'un ralentissement momentané de la société de surveillance ? À votre avis ? Pour moi, c'est historique. C'est un des sujets les plus importants, je trouve, parce que c'est la frontière entre le privé et le public, la nécessité de sécurité et la nécessité de protéger les personnes justement d'une technologie qui pourrait être trop intrusive. Alors c'est un jugement, donc pour moi ça ajoute au débat qui est nécessaire. Sur la reconnaissance faciale, Microsoft par exemple, on s'est donné nos propres principes. Nous avons demandé une régulation qu'on considère nécessaire. 2, en attendant cette régulation qui n'est pas encore là, on s'est donné des principes pour dire la reconnaissance faciale, il faut que ça respecte les règles du jeu. Par exemple, que la technologie soit auditable par un tiers pour comprendre comment on l'opère et est-ce qu'elle est éthique dans sa façon d'opérer. Par exemple, quand c'est dans une application à niveau personnel, il faut qu'elle soit transparente et qu'elle le demande, donc qu'il y ait un opt-in, qu'il y ait du consentement de la personne. Si c'est utilisé dans un lieu public, il faut qu'il y ait aussi une alerte de l'utilisation de la technologie, etc. Donc on s'est donné des principes d'utilisation, mais il est nécessaire de décider qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec la reconnaissance faciale. Madame Dufour, panoptique, société de contrôle partout, ou est-ce qu'on va pouvoir reprendre un peu le contrôle quand même j'allais dire, de notre image et de notre visage ? Non, le contrôle, on l'a pas, on l'a jamais eu, puis on l'aura jamais. Non, c'est le panopticon, on est en plein dedans, et à mon avis, ça va faire que s'aggraver. C'est juste catastrophique, quoi. C'est la fin de la liberté. Voilà, j'ai pas de mots assez durs, donc pour éviter de dire des choses grossières. Mais c'est vrai qu'il est très tôt le matin. Donc on entend en tout cas effectivement la société de surveillance, et selon vous, on est en plein dedans et puis on n'en sortira plus. Oui, alors bon, on peut compter sur l'humanité qui a toujours elle arrive quand même à sécréter un certain nombre d'anticorps. Je pense alors déjà, il y a une très bonne chose pour éviter la reconnaissance faciale, il faut bien le dire, c'est le masque. Et puis, il y a la mise au point d'un certain nombre de maquillages qui troublent la reconnaissance faciale. Je fais aussi confiance à la reconnaissance faciale
pour se débrouiller, pour passer par-dessus ces différents anticorps générés par la société civile. À mon avis, la société civile, elle sera perdante là-dedans. Ça va être insupportable de vivre dans cette espèce de... Oui, un monde de grande transparence, puisque c'est ça le panopticon, c'est-à-dire qu'on vous voit en permanence et vous ne voyez pas la personne qui vous regarde. Alors j'avais une amie comme ça qui avait dit, bah oui, on n'a plus d'intimité, on en aura de moins en moins. Alors moi, j'ai décidé que je n'en aurais plus. Moi, je n'ai qu'une extimité et elle est d'une transparence totale et elle vit très bien avec. Seulement, juste, c'est son truc. Et puis, c'est pas le mien. Et donc oui, ça pose un réel problème de liberté individuelle, tout simplement. Alors justement, c'est le moment désormais de vous adresser directement à celles et ceux qui nous regardent. C'est le moment de leur demander ou de leur proposer, suggérer peut-être de faire quelque chose, de vivre que dans l'extime ou que dans l'intime. Nous arrivons donc au terme de cette deuxième émission de Sans Tabou, c'est le moment des plaidoiries. Au début de ce débat, vous aviez chacune et chacun 2 minutes pour répondre le plus honnêtement possible à la question. Eh bien, même durée, quasiment même principe, mais en vous adressant directement à notre public, comment, d'après vous, peut-il concilier ou réconcilier l'éthique et la technologie? Que voulez-vous qu'ils retiennent et qu'ils fassent? Madame Dufour, vous êtes notre invitée, pardon. Nous commençons par vous. Vous avez 2 minutes pour leur parler directement. Eh bien, amis ES, renseignez-vous, tenez-vous au courant et n'hésitez pas à râler, et à protester, et à vous impliquer quand vous estimez que votre propre intégrité, j'allais dire numérique, mais en fait physique, mentale, est menacée. Le gros problème, je dirais, en ce moment, c'est que les progrès scientifiques et puis techniques sont tellement rapides qu'on a du mal à anticiper, à se dire attention, là il y a un danger, là il y a un problème, là si on continue comme ça va vraiment mal se passer. Ça va extrêmement vite, essayez de courir à peu près aussi vite que ça. Ne laissez pas tomber, voilà, le futur c'est maintenant. Et la science-fiction, c'est toujours un truc qui finit par advenir. Donc, à la limite, j'allais vous dire, lisez de la science-fiction parce que, justement, ce sont des gens qui essayent d'anticiper, de mettre en mots ce qui nous attend demain ou après-demain. Mais la science-fiction elle-même a du mal à courir aussi vite que la science actuelle. Donc, rentrez dans la course et accompagnez-nous. Surtout, ne nous lâchons pas pour arriver à anticiper tout ce qui va nous arriver. J'avais un ami qui avait fait de la prison qui disait de toute manière, on reste toujours groupé. Monsieur Pourasanta, 2 minutes, vous, le public, comment le public peut-il concilier ou réconcilier éthique et technologie? Alors j'aime beaucoup la recommandation de Madame Dufour, donc je vais aller un peu dans sa ligne parce que, en conclusion, moi je dirais la chose suivante. La technologie, moi je suis optimiste sur la technologie, je pense qu'elle peut créer de la valeur. Le point fondamental, c'est que parce qu'elle crée de la valeur, on ne peut pas justifier avec cette équation technologie-valeur tout business model. Donc moi ma recommandation, c'est effectivement de passer du temps à acquérir un sens critique sur la technologie que vous utilisez, comprendre les business models, regarder les entreprises qui vous fournissent des applications, des produits, pour comprendre non seulement ce qu'ils vous fournissent, mais aussi quelle est la mentalité qu'ils utilisent dans la construction de ces produits et services et qu'est-ce qu'ils s'empêchent de faire. Pas seulement ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'ils s'empêchent de faire. Est-ce qu'ils ont vraiment une vision éthique du monde qu'on souhaite et est-ce qu'ils opèrent dans ces mécanismes avec de la cohérence. C'est très important, il faut le faire en tant qu'adulte, mais il faut aussi permettre aux enfants, aux plus jeunes générations, tout de suite, de commencer à réfléchir et acquérir cette compétence, parce que de plus en plus, nous allons en avoir besoin. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons terminer cette discussion sans tabou. Vous l'avez bien entendu, au fond, le futur est entre vos mains. Il n'y a pas de raison à ce que vous, cher public, vous échappiez à notre dialogue sans filtre.
alors effectivement, bougez-vous, le futur n'advient pas, il se construit dès aujourd'hui, nous disait Madame Dufour. Madame Dufour, merci d'avoir été avec nous ce matin, Monsieur Pourasanta aussi. Je vais vous donner, moi, rendez-vous très bientôt, enfin, j'aimerais bien vous donner rendez-vous d'ailleurs très bientôt, mais pour être complètement franc, je ne sais pas encore ni de quel thème nous allons parler, peut-être d'environnement, peut-être de santé, et donc je ne sais évidemment pas avec qui nous allons en parler, mais dès que moi je serai au courant, vous le serez aussi. D'ici là, vous pourrez bientôt retrouver toute cette émission sous forme de l'article et de vidéos sur le site ouzbekerika.com, vous pourrez le partager et le discuter. Vous pourrez aussi le retrouver sur le site Ambition au pluriel de Microsoft. Vous pouvez toujours en discuter, évidemment sans tabou. À très bientôt.